la catégorisation des morceaux de viande chez le bœuf en première, deuxième et troisième catégorie ne sont absolument pas synonymes de qualité. Ce sont tout simplement des catégories qui ont été nomenclaturées pour signifier que les viandes ont un mode de cuisson particulier. Tout oublier le temps d'une chanson, tout oublier ce qui ne tourne pas rond, tout oublier le temps d'une chanson, tout oublier ce qui ne tourne pas rond. Chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode où nous sommes toujours très heureux de vous recevoir avec mon ami Guy. Bonjour Guy. Bonjour Claude. Chers amis, on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez écouté l'épisode de la semaine précédente et ceux des semaines qui précèdent également. Nous n'en doutons pas. Et aujourd'hui, Guy va nous parler d'un plat qui lui tient particulièrement à cœur, on en a un petit peu parlé avant, et qui lui rappelle des souvenirs un peu extraordinaires et rigolos. Et Guy va nous parler Oui, du oui, 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 oui. hoche-pot, n'est-ce pas Guy? Eh oui, le hoche-pot. Alors, le hoche-pot, ben, de nouveau, c'est un plat d'hiver, hein. Nous avons parlé quand même pas mal du chou. Alors ici, il y a un tout petit peu de chou dans le hoche-pot. Le hoche-pot est une recette, on pourrait qualifier de protéiforme, de multiple, enfin tout ce qu'on veut, parce que les variantes sont nombreuses. Oui, Alors, dans l'école hôtelière où j'ai fait mes études, le hoche-pot était à la carte. Alors, je ne saurais pas vous dire s'il est toujours à la plaque, à la carte, pardon, euh, oui, à l'heure actuelle, mais à l'époque, il était à la carte. Et alors, il était préparé par les élèves qui débutaient leurs études, qu'on va appeler les élèves de première année pour dire les choses plus simplement, ce qui oui, correspond en fait à une troisième année du secondaire en réalité, hein. oui, Mais oui, c'était les élèves de première année dans le cadre des études d'école hôtelière. Donc, on travaillait le hoche-pot en réalité pendant l'équivalent de la moitié de l'année scolaire, hein. Donc, comme l'année ah scolaire oui, durait à peu près, je dirais, 8, 9 mois, disons, effectifs, eh bien, la moitié. C'est-à-dire qu'en réalité, ça durait pendant la toute première partie de l'année scolaire qui commençait le 15 septembre et qui se terminait dans le courant du mois de janvier. Voilà, c'était pour dire à quoi ah correspondait la oui, moitié de l'année oui, scolaire. oui, Il y avait oui. en fait 8 semaines de cours où une carte et une série de cartes données ou une série de plats donnés Hmm, étaient récurrents. hmm. Alors, donc nous travaillions à l'époque avec les élèves de sixième année qui eux préparaient des plats plus raffinés. Maintenant, quand on dit plus raffinés à cette époque-là, c'était des plats qui étaient un petit peu plus novateurs, mais qui maintenant paraissent des yeux, hein. C'était du Oui. poulet de grain aux cerises, c'était du canard à l'orange, c'était évidemment, je dirais, du gigot d'agneau et des choses pareilles, hein, de la sole bonne femme. C'était des plats très classiques, mais qui étaient plus raffinés que le fameux hoche-pot en question. Alors, le Hmm. hoche-pot, ce n'est pas mauvais pour autant. La seule Ça chose, doit c'est être que très quand vous bon. étiez élève dans les classes intermédiaires et que vous alliez au restaurant didactique en tant que client, ben, vous mangiez les plats que préparaient et les élèves de dernière année d'études et surtout les plats des élèves de première année, hein. Eh oui. Alors bon, le professeur vous désignait une table où vous alliez religieusement vous asseoir, hein, et puis, paf, quand vous regardiez sur l'étiquette, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas encore les commandes de manière électronique, hein, on avait les plats qui allaient être servis, qui étaient inscrits sur les bons d'enlèvement et qui étaient posés sur la table. Vous regardiez, ça y est, encore du hoche-pot. Et je vous expliquais, Claude, et C'est je vais comme en les faire épinards chez part à nous, nos quoi, auditeurs, que je suis tombé, oui, voilà, mais que je suis tombé un jour en tant que client pendant 6 repas d'affilée sur le fameux hoche-pot, hein. On mangeait 2 fois semaine au restaurant didactique. Et bon, quand vous avez du hoche-pot 6 fois qui se succèdent, bon, c'est vraiment la plaie, quoi, hein. Donc, on était hein. vraiment content quand on passait au deuxième jeu de cartes et on avait autre chose à manger que le fameux hoche-pot. Alors, si vous allez voir sur Internet ce qu'on dit du hoche-pot, on dit vraiment plein de choses. On cite les premières occurrences, hein, dans la littérature, le fameux manuscrit de Sillon dans lequel apparaît en français la première fois l'allusion, enfin du moins la recette du hoche-pot. On trouve du hoche-pot qui est réalisé avec de la queue de bœuf, on trouve du hoche-pot dans lequel on met de la saucisse, la viande, je dirais, peut-être, ou même du hoche-pot dans lequel on trouve du mouton. Alors, nous autres, nous réalisions le hoche-pot avec du bœuf. Alors, qu'est-ce qu'on Oui, utilise comme viande de bœuf? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle du bouilli, à savoir
du flanchet, hein, des viandes qu'on appelle de troisième catégorie. Alors, je vais quand même rappeler quand même cette histoire de qualité de catégorie. Ce sont deux choses, deux Oui, notions tout à fait oui, différentes. oui. La catégorisation des morceaux de viande chez le bœuf en première, deuxième et troisième catégorie ne sont absolument pas synonymes de qualité. Ce sont tout simplement des catégories qui ont été nomenclaturées pour signifier que les viandes ont un mode de cuisson particulier. Ah Alors, vous oui, avez les viandes dites de première catégorie qui peuvent être grillées, qui peuvent être sautées, qui peuvent donc être cuites à la minute, hein. oui, Ce sont les steaks, les beefsteaks, les rôtis, hein, oui, le filet pur, voilà, les rôtis petits ou grands. Enfin bon, ce sont des viandes qui cuisent très rapidement. oui, Et puis vous aviez les viandes de deuxième catégorie qui sont généralement des viandes que l'on doit braiser, hein, c'est-à-dire mhm, une cuisson mixte, une coloration et puis une cuisson avec un court mouillement, de manière à cuire un peu plus longtemps et à détendre les fibres pour que la viande soit consommable, hein. Et puis oui, vous avez les viandes dites de troisième catégorie, qui sont des viandes que l'on va soit hacher, hein, généralement les steaks hachés sont réalisés à partir de viande de troisième catégorie, ou oui, bien que l'on va laisser mijoter pendant très longtemps, c'est-à-dire entre 2 heures et 3 heures pour qu'elle soit tendre, tout oui, simplement. oui, Maintenant, la valeur nutritive de ces morceaux est exactement la même. Il y a autant de oui, protéines dans une viande dite de troisième catégorie que dans une viande de première catégorie, hein. oui, Ça ne change absolument rien. Ce sont des viandes qui doivent simplement cuire plus longtemps. Elles sont oui, même en principe plus goûteuses, mais oui, leur qualité nutritive est exactement la même, hein, il ne faut pas oui, avoir peur. Bon, voilà. Donc, on réalise mhm, le hoche-pot avec une viande de troisième catégorie qu'on prend généralement dans le flanc de l'animal. On pourrait éventuellement prendre dans le jarret, il n'y a aucun problème non plus, mais c'est réalisé à partir du flanc de l'animal et on coupait des morceaux de viande qui étaient bien dénervés, bien dégraissés. Donc, on avait de beaux cubes de viande bien propre, bien net. Alors, on pouvait laisser éventuellement un tout petit peu de gras, hein, parce que le gras va donner du goût, va donner, je dirais, du soyeux à la préparation. Mais en règle générale, les morceaux étaient bien nettoyés et oui, formaient des cubes. C'est la même viande que celle qu'on va utiliser pour réaliser les carbonades, hein, les carbonades oui, flamandes, oui, éventuellement les daubes, le bœuf bourguignon, etc., hein. mhm, La viande est la même, la viande est la même. Alors, on mhm, utilisait également des légumes de saison qui étaient des légumes d'hiver parce que le hoche-pot oui, est un plat d'hiver. C'est oui, finalement la variante, on va dire, un peu plus gastronomique du simple pot-au-feu, hein. Et oui, ici, on va porter un soin beaucoup plus particulier dans un véritable hoche-pot qui se respecte à la taille des légumes et au choix des légumes. Alors, donc, il y a des carottes, il y a du navet, il y a du chou de Bruxelles, il y a du poireau et il y a du céleri. oui, Alors, oui, il y a d'une part les légumes qui vont servir à la cuisson de la viande dans son bouillon, et il y a d'autre part les légumes qui vont être utilisés pour le service et pour la dégustation du hoche-pot. Et ce ne sont pas les mêmes légumes au niveau de la taille. Je vais donc expliquer en détail, c'est le cas de dire, comment on procède. Hein, vous avez en fait en réalité un bouquet de marmite pour cuire la viande et vous avez des légumes qui vont être cuits dans le bouillon à part et dont on va contrôler la cuisson de manière à ce qu'ils soient cuits à la perfection. Donc, je vous explique tout le détail de la recette. Quelles allons-y. sont les quantités dont vous avez besoin? Alors, les Oui, quantités, évidemment, c'est un plat qui est pris en principe en tant que plat principal. On ne prend pas ce genre de plat en entrée. Et oui, je dirais même mieux que ça, comme il y a du bouillon qui est servi, donc du liquide qui est servi avec le plat, c'est un plat où, en règle générale, on ne mettait pas de potage dans le menu. On peut prendre une entrée avant, ah mais oui, en règle générale, on ne met pas de potage étant donné, c'est comme les moules marinières et c'est comme le waterzooi à la gantoise. C'est un oui, plat potage. Donc, on ne prend pas de potage avant ce plat-là. oui, Alors, on blanchissait la viande. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que on va donc au départ faire partir la viande avec de l'eau froide, on va amener à ébullition et puis on écume soigneusement, voire on jette l'eau. Alors, cette pratique est une pratique ancienne qui était surtout destinée à assainir la viande à une époque où les réfrigérateurs existaient peu ou pas. Donc la oui, viande n'était pas oui, conservée dans de bonnes conditions et elle avait tendance, après quelque temps, à devenir un peu collante, un peu poisseuse. Bon, ben tout simplement, il faut dire les choses comme elles sont, à se dégrader, hein. oui, Alors oui. pour rendre la viande consommable, bon, ce n'est pas une époque que j'ai connue, soyons clairs, hein, mais je parle, Moi non disons, plus. de la
je dirais, de la manière ancienne de procéder, où on conservait les viandes tout simplement hein, à l'entrée de la cave ou dans une cave. Hein, Oui, 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 on n'allait oui, pas au congélateur ou bien chez le boucher tous les jours. Donc, la oui, viande n'était pas, disons, gardée de la même manière que maintenant. On blanchissait la viande de manière à, disons, expurger la viande du jus et des, je dirais, du sointement qu'elle avait produit, tout simplement. Hein. On nettoyait la viande en la blanchissant et on jetait le premier liquide. Ce n'est évidemment plus nécessaire. Donc, vous mettez votre viande dans un faitout, dans une marmite, dans votre récipient, je dirais, approprié. À quelle raison? Bien, à raison d'à peu près 200 grammes par personne au départ. Hein. Ça, c'est oui, la quantité de base oui, oui, qui est largement suffisante. Vous couvrez d'eau froide, vous amenez à ébullition. Quand l'ébullition se produit, en règle générale, vous avez une mousse blanchâtre qui va remonter à la surface de votre liquide. Eh bien, vous allez écumer soigneusement pour enlever cette mousse, de manière à enlever tout ce qu'on appellera les impuretés qui pourraient troubler votre bouillon par la suite. À ce moment-là, vous allez ajouter les légumes et un bouquet garni. Alors, le bouquet garni, qu'est-ce que c'est? Il y a le bouquet garni à la française, il y a le bouquet garni à la belge. Hein, il n'est quasiment pas différent, mais des queues de persil qui sont bottelées avec du thym, avec du laurier. Alors ça, c'est le bouquet garni à la belge et le bouquet garni à la française. On emballe le tout dans une gaine de blanc de poireau. Hein, ah il est un oui, petit peu plus présentable et on le oui, ficelle également. Voilà les deux différences qu'il y a. Je dirais que le poireau, dans le cas du bouquet garni à la française, n'amènera rien ici parce qu'on va quand même mettre du poireau pour cuire la viande. Hein, donc, oui, il oui, n'y a pas de souci. Et alors, on va mettre les légumes qu'on appelle les légumes je dirais, du bouquet marmite. Alors, les légumes du bouquet marmite, qu'est-ce que c'est? C'est du céleri blanc en branche ou des céleri verts en branche, tout en sachant que le céleri vert va donner un résultat un peu plus acre, mais en principe, on prend du céleri blanc en branche, on prend les feuilles, on prend les parties sommitales du céleri. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser les branches basses pour faire, disons, la garniture. Donc, on prend les mhm, feuilles qui sont généralement moins faciles à utiliser. Il y aura de la carotte qu'on va mettre après l'avoir épluchée entière. Maintenant, je vais vous dire, professionnellement, j'ai travaillé chez un patron qui mettait des carottes sans les éplucher. On coupait simplement le bout du côté du collet qui est un tout petit peu verdâtre et on coupait le oui, bout vers la radicelle et on les oui, lavait soigneusement. On oui, enlevait évidemment toute la terre, mais il n'y avait pas de terre dessus. Mais on mettait les carottes entières et ça donne beaucoup plus de goût. oui, Alors, je on met de suis un l'oignon. adepte. Mhm, Voilà, on met de l'oignon, on met un oignon ou deux oignons selon la quantité, avec un seul clou de girofle. Même pour 12 personnes, vous ne mettez qu'un seul clou de ah girofle. Et si oui, vous ne cuisinez que pour 4, vous en mettez un tout petit. Il n'y a rien de d'accord, pire que de mettre trop de clous de girofle parce qu'à ce moment-là, votre oui, bouillon c'est très sans fort, le clou de girofle et oui, il est trop fort. oui, Le clou de girofle doit se deviner plutôt que se sentir quand on a le oui, résultat final. Donc, un clou de oui, girofle. Alors, donc on a le céleri, on a l'oignon, on a la carotte. Il reste le poireau. Alors le poireau, eh bien, on ne va pas prendre le vert foncé du poireau, on va le réserver pour les potages verts. On va prendre le vert moyen du poireau. On va le laver et on va également le ficeler pour qu'il ne se répande pas dans toute la marmite. Et on amène donc, on réamène le liquide à ébullition. Les légumes sont immergés et on va laisser frémir. On ne doit pas cuire ce plat avec de grosses oui, ébullitions. D'ailleurs, oui, le mot bouillir en cuisine était banni comme le mot lapin sur un bateau. Hein, c'est la même chose. Et oui, quand oui, nous employions en tant qu'élèves le mot bouillir par mégarde pour exprimer comment on faisait la recette lorsqu'on nous interrogeait, le professeur nous reprenait à chaque fois en disant non, c'est votre maman quand elle fait la lessive qui fait bouillir le linge. En cuisine, on amène à ébullition et puis on laisse frémir. Et ça, pendant toute oui, la durée de mes études, je l'ai entendu des dizaines de fois. Le mot bouillir n'existe pas en cuisine. On amène à ébullition et puis on laisse frémir. Et effectivement, quand vous faites bouillir quelque chose à gros bouillon, vous avez un tel remue-ménage dans la casserole que vous avez du trouble qui s'installe en fait. Hein, parce oui, que vous avez une destruction, je dirais, de la structure de la viande qui est beaucoup plus grande, les légumes qui remuent dans la casserole, qui vont s'éroder, qui vont donc laisser de minuscules parcelles dans le liquide, et vous avez oui, comme ça des bouillons qui sont troubles. Donc on laisse oui, frémir tout simplement. Alors, oui, comment fait-on pour vérifier la cuisson de la viande, bien entendu? Comment fait-on? Eh bien, on doit tout simplement la prélever avec une écumoire, avec la pointe d'un oui, couteau d'office. On va piquer oui, dans la viande. Alors, la viande doit être facilement transpercée, mais elle ne doit pas se défaire non plus. Les morceaux doivent rester absolument, entiers, oui, doivent rester, je dirais, ce qu'ils étaient.
C'est Oui, une question de présentation. Comptez quand même entre 2 heures et demie et 3 heures de cuisson. À 2 heures et demie, oui, ça c'est oui, le temps normal de la cuisson du hochepot. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais bon, dans la version populaire, dans la version, je dirais, ménagère, les légumes qui sont là sont ceux qu'on va manger, qu'on va consommer, mais en y ajoutant d'autres légumes, en y ajoutant du navet et en y ajoutant du chou de Bruxelles. Alors on cuira tout en même temps et puis on va utiliser ces légumes-là pour consommer avec la viande. Dans la version gastronomique, on va travailler un petit peu différemment. On va oui, tailler à j'imagine. part des légumes qu'on va cuire séparément, de manière à maîtriser la cuisson. Alors, Mhm. on va prendre des carottes qu'on va tourner. Alors, qu'est-ce qu'une carotte tournée? Une carotte tournée est une carotte que l'on va tailler sous forme de petits tonnelets, sous forme de grosses olives, dirons-nous. Mais quand on dit olive, c'est vraiment très gros, hein. Donc, 4, 5 centimètres de hauteur. Mhm. Avec la lame du couteau, la pointe de la lame du couteau d'office, on va équarrir la carotte, je dirais de manière à lui donner un petit peu la forme d'un fût à vin, tout simplement, hein. On va Mhm. donc tourner la Mhm. carotte de manière à ce qu'elle soit toute, je dirais, de même taille et de même forme, pour une Mhm. question de présentation. Oui, Alors, on va oui, mettre du navet également. Alors, le oui, navet, on peut soit le tourner comme les carottes, mais en règle générale, on a beaucoup de pertes. Alors, ce qu'on fait, c'est généralement les tourner en forme de gousse d'ail. Donc, on doit prendre des Mhm. navets qui soient bien fermes, qui ne soient pas du tout spongieux, taille moyenne, et on va les couper en quartiers, et on va couper chaque quartier, on va l'éplucher, et on va équarrir les angles de manière à ce qu'il n'y ait pas d'arête. Ça s'appelle le fait de tourner les légumes en gousse d'ail. Donc, ça va ressembler un peu à une gousse d'ail. Ça, c'est Mhm. une chose. On va couper des morceaux des tronçons de blanc de poireau, hein, donc des morceaux d'à peu près 4-5 centimètres de long, pas davantage. Le céleri, là, on peut faire plusieurs choses. On peut soit utiliser du céleri branche qu'on va tout simplement cuire en grands morceaux après l'avoir effilé, c'est-à-dire qu'on va enlever les fils qui se trouvent sur la partie bombée de la côte, de manière à ce que ce ne soit Oui, pas désagréable. Mais on peut oui, aussi utiliser du céleri boule, donc du céleri rave, qu'on va oui. également tourner de manière, je dirais, à avoir des morceaux qui présentent bien. On peut utiliser les deux. Alors, il y a une manière de tourner le céleri rave de manière à en faire une espèce de sabot, de chaussure, un petit peu de Ah chaussure oui, à la poulaine comme on trouvait au Moyen Âge. oui, Je ne sais pas oui, si vous avez oui, déjà vu cette forme-là, oui, hein. On coupe les absolument. quartiers, on coupe les quartiers donc de céleri rave, on les épluche, et puis avec le couteau, on va les tailler pour avoir une espèce de poulaine, hein. La poulaine, c'était ces chaussures qu'on trouvait à l'époque Au Moyen de Âge, hein. Philippe le Bon lorsqu'il était Voilà. donc duc de Bourgogne. C'était des Oui, chaussures extrêmement longues et plus la oui. chaussure était longue, À bout plus elle relevé. qualifiait la personne, je dirais, dans Oui, son rang hiérarchique, dans la noblesse. Hein, on pouvait avoir des poulaines qui faisaient 50 centimètres de long, hein, tellement oui, oui, c'était de la mode à ce moment-là. Donc, on oui. peut très bien tourner des quartiers de céleri rave sous cette forme-là. Sinon, Mhm, évidemment, on les tourne et on en fait des morceaux beaucoup plus petits. Et alors, mhm. il y a le chou de Bruxelles. Alors, les choux de Bruxelles, on les laisse entiers. Mais par contre, aussi bien les choux de Bruxelles que les navets, on peut leur faire subir une première cuisson. Pourquoi? Parce que ce sont des légumes qui sont généralement très forts Oui, en on les goût, blanchit. hein. On les blanchit. Alors, on les blanchit départ à l'eau froide. Donc, Oui. on va appeler cette cuisson-là Ah, tu les démarres à le l'eau froide blanchi. pour les Oui, oui, blanchir, tu oui. les démarres à l'eau froide, toi. On les démarre à l'eau froide et on les amène à ébullition. D'accord. On pourrait aussi les cuire parce que normalement, le chou de Bruxelles et le navet se cuisent à l'eau bouillante, hein. On est Oui, bien oui, d'accord. oui, oui, Mais oui. si on veut les blanchir, si on veut, alors on peut le faire, hein, on peut les blanchir tout simplement. On amène de l'eau à ébullition, on les met dedans et puis on les laisse cuire 4-5 minutes. Par Oui, contre, on peut aussi partir à l'eau froide. Pourquoi? Parce que si vous les blanchissez à l'eau froide, comment dirais-je, vous amenez jusqu'à ébullition, vous laissez, allez, 1 ou 2 minutes d'ébullition et vous les égouttez. oui, c'est Donc bon, voilà, oui. Oui. pour les blanchir dans le but d'enlever un trop fort goût, on peut partir à l'eau froide sans aucun problème. Mais vous D'accord. avez raison, la tradition, c'est aussi à l'eau chaude, enfin à l'eau bouillante, et puis Mhm, laisser blanchir pendant quelques minutes. Mais ici, mhm, moi, je le fais à l'eau froide. mhm. Donc voilà, alors ces légumes-là, comment allez-vous les cuire? Mais vous allez les cuire dans du bouillon que vous aurez prélevé dans votre cuisson de la viande. Donc on va Oui, les cuire à la fin de la préparation du plat et pour oui, que le bouillon ait déjà du goût. Alors vous allez me dire, oui. mais un bouillon pareil, est-ce qu'on le sale, est-ce qu'on ne le sale pas, est-ce qu'on met de l'extrait de viande dedans ou pas? Eh bien non. Alors,
il est traditionnel, si on veut avoir un bouillon qui soit goûteux, d'avoir une concentration moins élevée en nutriments que d'en avoir trop. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène d'osmose qui va jouer. Si vous mettez du bouillon cube, par exemple, dans votre bouillon, le liquide va être plus concentré en éléments que la viande elle-même. Et Oui, c'est les principes gustatifs du bouillon qui vont entrer dans la viande. Or, le absolument. but ici, c'est faire l'inverse. C'est de faire Oui, sortir le goût de la viande vers le liquide. oui, Donc, on ne mettra pas de cube à ce moment-là. Si on veut oui, corser le bouillon, on le met éventuellement à la fin, mais pas pendant la cuisson. Alors, oui. on sale, ben oui, on sale évidemment, hein. On sale dès Oui, le pas départ, trop quand même, parce que tous ces pas de légumes trop, sont, oui, oui, sont déjà oui, un peu mais je vais salés. dire par là que on est obligé de saler, sinon la viande n'a pas de goût et le bouillon n'a pas de goût. Oui. Donc, le sel va favoriser, je dirais, je dirais la sortie le mélange des goûts, tout simplement, voilà. Oui, alors, Alors, oui, donc, les légumes, oui, pardon, Guy, pardon, je voudrais aborder un petit sujet là. oui, Moi, je ne sale jamais avant parce que je trouve que ça durcit les fibres ou ça durcit alors, la viande. Et je préfère ensuite rajouter de la fleur de sel oui, sur j'expliquerai, l'assiette. oui, uniquement pour les viandes pochées ou bien pour les viandes en général, parce que je Pour les vous viandes en expliquerai un général. jour. Alors, je vais vous expliquer comment et pourquoi on sale les viandes et quand on les sale. Est-ce qu'on les sale avant ou est-ce qu'on les sale après? Tout ça dépend de ce qu'on veut comme résultat final. Ah, Oui, je peux expliquer, hein? oui, Alors, on va prendre le cas d'un steak, par exemple, que vous cuisez à la poêle, hein, ou à la oui. sauteuse. Bon, On fait une le petite pouvoir du digression, mesdames, sel, messieurs, mais c'est bon, hein. petite Oui, digression, mais c'est important et c'est intéressant. absolument, Le absolument. sel, en tant que molécule NaCl, a un grand pouvoir, c'est qu'il attire l'eau. Oui, Alors, prenons un exemple. Il y a des personnes anciennement qui étaient relativement cruelles, mais qui n'en avaient pas, je dirais, qui n'en avaient pas l'impression de l'être. Ce sont les grands-mères qui avaient un petit jardin et qui avaient des limaces. Qu'est-ce qu'elles faisaient? elles Vous leur savez ce mettent qu'elles du sel faisaient? dessus. Oui, oui, On absolument. leur met du sel dessus. Bon. Et Oui, puis, on avait des pauvres limaces qui sont dépourvues d'une peau, je dirais, rigide ou solide, hein, et qui se contorsionnaient dans tous les sens, qui souffraient horriblement, parce que oui, le sel que l'on mettait sur la limace attirait l'eau de la limace et la limace brûlait de l'intérieur, hein, attention, hein. absolument, C'est quand même absolument. très cruel, hein. Tout On ne à les fait. entendait pas crier parce qu'elles n'avaient pas de corde vocale, mais ça devait leur faire une souffrance terrible. Donc, c'est bien pour Absolument. vous montrer que le sel attire l'eau. Oui, Or, quand on réalise la cuisson d'une viande, il y a deux possibilités. Soit on réalise la sauce à partir des sucs que la viande va faire en caramélisant dans le fond de l'ustensile, ou oui, bien on a réalisé la sauce à part. oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des sucs de caramélisation? On doit faire sortir du jus de viande de la viande. D'accord. Donc, dans ce cas-là, la technique Tout ça. consiste Oui, à saler la viande avant oui, et oui, même à la saler sur une assiette et à la laisser reposer pendant, donc on la sale à ce moment-là sur les deux faces, et on la oui, laisse reposer quelques minutes dans l'assiette, 4-5 minutes au moins, pour oui, que le sel ait le temps d'agir. oui. On n'utilise pas une poêle incollable, on utilise à ce moment-là une poêle qui accroche, c'est-à-dire une poêle en inox ou une poêle en fonte, de manière à provoquer une légère adhésion de la viande La à la réaction de partie Maillard. chauffante de l'ustensile. Oui, À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le liquide qui a été, je dirais, sorti de la viande sous l'action du sel va caraméliser sur le fond de l'ustensile et grâce à la réaction de Maillard, il va donner des sucs de caramélisation dans le fond de l'ustensile. Et les sucs de caramélisation en question, après avoir déglacé l'ustensile, vont être la base de votre sauce. Donc ça, mhm. c'est quand on a besoin des sucs de caramélisation de la D'accord, viande. On d'accord, sale avant la cuisson de manière à provoquer cette sortie du jus de viande de la viande. Si d'accord. maintenant vous cuisez une viande pour servir une sauce qui a été réalisée à part, par exemple une béarnaise, vous allez me dire, oui, mais traditionnellement, la béarnaise, elle va plutôt accompagner des viandes grillées, et donc ça se fait sur un grill et non pas dans une poêle ou dans une sauteuse. Mais on peut très bien servir avec une viande, une sauce qui était entièrement réalisée à part. Imaginons que Oui, vous faites une sauce marchand de vin ou une sauce à l'échalote à part. Vous n'avez pas besoin des sucs de caramélisation de votre viande. Votre sauce est ab- faite à part. À ce absolument. moment-là, vous mettez votre viande en cuisson dans une poêle incollable.
il y a moins de chances de faire une caramélisation des sucres dans une poêle incollable, et vous salez votre viande après. De sorte qu'à ce Voilà, moment-là, tout ce qui est à l'intérieur de la viande y reste et est enfermé dans la croûte que vous allez construire autour de la viande. tout à fait. Donc, selon ce que l'on a en finalité, sauce avec les sucres de caramélisation ou sauce réalisée à part, on sale avant ou on sale après, on cuit dans une poêle qui adhère ou on cuit dans une poêle incollable. Ça, c'est la D'accord, règle que tout cuisinier devrait normalement connaître. Hein? absolument. Voilà, tout Je te simplement. remercie, Guy, pour cette explication-là. Je te En remercie. tout cas, c'est une explication technique ici, hein. C'est plus de la technique et de la Absolument. logique, Non, mais c'est hein. important Ce n'est parce que, pas, oui. oui, Parce que vas-y, vas-y. quelquefois, on entend les gens dire, ah, Tout on à sale fait. toujours avant, ah, on sale toujours après, ah, ceci, à Et cela. Mais non, il faut oui, réfléchir, il faut savoir pourquoi on le fait. Il y a toujours une raison absolument. technique, hein. Tout à fait, tout à fait. Bon, Alors, revenons à notre hoche-pot, à nos alors légumes. revenons à notre hoche-pot. Donc, on va cuire les légumes dans du bouillon que l'on a pris à la cuisson du hoche-pot. Je tiens quand même à signaler qu'on ne mouille pas le hoche-pot au-delà de 1 ou 2 centimètres au-delà du niveau de la viande et des légumes mis en cuisson, hein, parce que ce n'est Oui, pas la peine d'avoir du liquide qui n'a pas de goût. Le but, c'est oui, d'avoir un liquide qui soit concentré, qui soit corsé. oui, Donc, oui. on va quand même prélever un peu de liquide, bien entendu, pour cuire les légumes qu'on va cuire à part. Alors, les légumes vont avoir le goût de la viande, puisque la viande a cuit déjà pendant au moins 2 heures dans le liquide qu'on va prélever. Mhm, Donc, c'est comme si on cuisait les légumes dans le liquide. La seule mhm. différence, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller après à la chasse aux petits choux et à la chasse aux carottes tournées dans tout le bouillon pour les retrouver. On les a cuits à Absolument. part, on les a Ouais, donc, je dirais, sous la main, si je peux employer l'expression. Voilà, tout oui. simplement. Alors, le service maintenant. L'Oshpo se sert en soupière, et c'est à partir de la soupière qu'on va répartir dans des assiettes creuses chaudes les légumes et la viande. Et on va Ouais. ajouter à ce moment-là des pommes nature, des pommes vapeur. Donc des pommes de terre qui ont été Ah tout oui, simplement blanchies également. Oui, on sert des pommes de terre avec. Hein. d'accord. Pommes de terre qu'on a cuit très souvent, pommes de terre vapeur, qu'on a tournées également. Hein. On Mhm, met 4 pommes mhm. de terre par assiette, par personne. On saupoudre le tout au niveau de la soupière avec un peu de persil haché. Forcément, quand on envoie directement en assiette creuse depuis la cuisine et qu'on ne fait pas un service dit à la russe, forcément, on mettra le persil haché ou le persil concassé Oui, sur chaque assiette. Dans ce oui, cas-ci, on le met oui, sur la soupière. Hein. oui. Alors, il y a une repas. Alors, comment mange-t-on du hochepot? Ça, c'est la bonne question. Parce qu'il y a aussi une manière de le manger. Hein. Oui, Euh, il y a du liquide. ah Il oui, y a pas mal de liquide. C'est dans une assiette creuse. il faut une cuillère à Il faut une cuillère soupe, à une fourchette. potage. Oui, Donc, il faut une cuillère à potage, il faut un couteau, il faut une fourchette. Et on va oui. d'abord consommer le liquide. On va d'abord boire le liquide. Pourquoi? Parce que si vous commencez à découper votre viande Hmm. ou vos légumes éventuellement dans le liquide, vous risquez d'avoir des projections de liquide sur vous. C'est pas Oui, facile, hein, de couper oui, dans oui, du liquide. Donc, on va d'abord boire le liquide. Vous allez donc avoir le restant des aliments. Et puis, dans un menu, en tout cas à l'européenne, il est traditionnel de prendre la partie liquide du menu d'abord et puis de manger la partie solide. Hein. Donc, on va oui. d'abord boire le liquide. Ensuite, vous allez vous attaquer aux éléments solides, la viande et les légumes, et on sert toujours avec le hochepot, on sert ce qu'on appelle un plateau à épices. Alors, qu'est-ce que c'était un plateau à épices? Ça vaut la peine d'en parler. Oui, C'est un plateau sur absolument. lequel il y a de la moutarde, en tout cas un pot de moutarde. Ça peut être de la moutarde traditionnelle, la moutarde piquante de type Dijon, la Oui, moutarde avec des graines, sans graines, avec un petit peu de graines. Bon, voilà, de la moutarde. Ça peut être une moutarde spéciale de type moutarde au vin rouge, moutarde au verjus, moutarde à l'estragon, enfin, à tout ce qu'on veut. oui, Donc, il y a de la moutarde, une ou plusieurs variétés. Il y avait du ketchup. Il y avait un flacon de sauce anglaise. oui, Il y avait des cornichons et il y avait des petits oignons au vinaigre. Voilà. oui, Donc on oui. servait tout ça avec le hochepot, comme s'il s'agissait finalement d'un service d'un pot-au-feu. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, sauf que moi, je ne mets pas de ketchup. Non, ben non, ça c'est une question, disons, de mode, c'est une question d'habitude, mais c'était Oui, traditionnel, c'était de servir. Alors on peut mettre d'autres condiments, hein. On peut mettre du pickles, on peut mettre, je oui, dirais, des oui, parce que, condiments anglais, mais oui, enfin non, bon, ça c'est oui. aussi une Pourquoi je dis question. On peut ça, c'est mettre du que, réfort également si on a oui, envie, hein. oui, plutôt Donc, réfort, oui, parce que au bon, Moyen Âge, il moi n'y je avait vous dis pas de ketchup. simplement ce qu'on utilisait,
ce qu'on Oui, oui, utilisait quand j'étais à l'école. Donc c'était le plateau traditionnel, hein. oui, oui, Donc moutarde, ketchup, sauce anglaise, oignons et cornichons, voilà. oui. Si on veut aller dans la tradition, bon, c'est un plat c'est un plat médiéval en fait. On peut se Mais comme rapprocher beaucoup de des plats, ce légumes. sont des plats qui sont d'origine médiévale. Pourquoi? Parce qu'on cuisait de manière populaire. Maintenant, quand on dit populaire, entendons-nous, c'est un plat dans Oui, lequel il y a de la viande, donc ce n'était quand même pas le plat que le oui, commun des mortels mangeait tous ab- les jours, hein. C'était absolument. pour certaines personnes un plat de fête, hein. Pour les personnes Oui, les plus oui, pauvres dans la oui, société, c'était un plat de fête, il y avait de la viande. Donc c'était oui. un plat où on cuisait, je dirais, quasiment tout en même temps. Alors au Oui. Moyen Âge, il n'y avait pas les pommes de terre, hein, on en a déjà Non. discuté. Les pommes de Oui. terre ne sont arrivées que par la découverte des Amériques et de l'Amérique du Sud en particulier. Donc, Mhm. il y avait des légumes, c'était les légumes de saison, c'était des légumes d'hiver, hein. Et tous ces Mhm. légumes-là sont des légumes qu'on trouvait en Europe, je dirais, avant la conquête de nouveaux territoires. Il y avait des carottes, il y avait du poireau, il y avait déjà du chou, il y avait du navet. Et alors, Mhm. signalons également qu'au Moyen Âge, on ajoutait ou on mettait du panais. Ah oui, Parce que ah le oui. panais est un légume qui avait beaucoup de succès au Moyen Âge, qu'on a un petit peu Mhm. perdu, et puis qu'on a retrouvé un petit peu à la Oui, faveur des légumes oubliés, hein. oui, Donc, on oui, peut oui. mettre du panais si on en a envie, Oui. parce que le panais est un légume qui donne, disons, de bons Qui résultats, parfume. à condition de ne pas en mettre trop. Faut Oui, le mettre en oui, quantité raisonnable, oui. je dirais dans la même proportion que les autres légumes. C'est Oui. également un pot-au-feu qu'on peut réaliser en changeant les viandes, hein. Parce que Oui, ici, on ne mettait que du bœuf, dans ce cas-ci, on ne mettait que des morceaux de bœuf bien dégraissés, bien parés, mais vous pouvez très bien mettre de la queue de bœuf. Vous pouvez très bien mettre du jarret de bœuf. Vous pouvez oui, également mettre du veau, hein. Vous voulez mettre du jarret de veau, aucun problème. Vous voulez oui. mettre éventuellement des morceaux de viande à blanquette de veau, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre également de l'épaule de veau désossée et coupée en cubes. Vous pouvez Si on a mettre un éventuellement mouton, du porc. oui, On oui, peut oui, mettre du mouton. Et on oui, peut oui, mettre également des saucisses. Il y a toute une série de versions du oui, hochepot où on oui, additionne, où on multiplie les viandes et on pourrait oui. même mettre du pied de porc, hein, avec du Ah oui, jambonneau. Maintenant, ah oui, on pourrait mettre de la langue si on a envie, aucun problème non plus. Ça ne s'appellera absolument. plus vraiment hochepot, mais on peut très bien le faire. Et vous Oui. avez en France un pot-au-feu, mais qui n'est pas réalisé avec des morceaux de troisième catégorie, qui est réalisé avec des morceaux de première catégorie, c'est le bœuf à la ficelle. Ah oui, ah oui, ah Ah oui, ah oui, oui, et le ah bœuf à la oui. Paul ficelle, c'est Bocuse. délicieux. J'en ai Ah mangé à oui. Pontarlier. Ah bon, Un jour, je dis, tiens, il y a du bœuf à la ficelle, eh ben, je vais prendre ça. Alors, pour faire du oui, bœuf à la ficelle, on réalise également un bouillon de bœuf avec les légumes de base, tels que je viens de les citer. oui. On prend des morceaux que l'on taille dans la loyau, en règle générale, on les taille en forme de cubes, hein, de gros cubes, hein, Mhm. un peu comme une savonnette finalement, hein. Un cube, mais qui serait peut-être un tout petit peu plus plat que réellement cubique. Et alors, pour que ce soit bon, il faut les colorer d'abord. Ça, c'est Oui, l'idéal, hein. On oui, colore d'abord la viande sur toutes ses faces, oui, sur les 6 faces du cube ou du oui, parallélélogramme. oui. Ensuite, on emballe, on va nouer une ficelle sur 4 des côtés au morceau de viande et on va laisser la ficelle, disons, certainement dépasser de 30 à 40 centimètres du nœud, hein. Et cette Mhm. ficelle, lorsque l'on a besoin de cuire la viande, elle va permettre de suspendre la viande dans le bouillon, hein. Donc, on a par exemple au-dessus de la marmite une cuillère en bois qui va d'un côté à l'autre des côtés de la marmite et on Mhm. fait un nœud avec la ficelle autour de Mhm. la queue du manche de la cuillère, de manière à ce que la viande dépose je dirais, Dans le dans le bouillon et bouillon, ne dans le soit liquide, pas en bas. Oui. bon, et oui, il faut bien pouvoir la Ne soit repêcher pas en facilement, contact, hein, c'est oui. ça le Oui, but, hein. oui, oui. Donc, on Mais va c'est une laisser cuire grande, la viande, oui. pardon, C'est une grande on va donc spécialité de laisser cuire Paul la viande Bocuse, un oui. certain temps, Oui. excuse-moi. Oui, je disais, c'est une grande spécialité de Paul Bocuse, le bœuf à la Oui, oui, ficelle. c'est une grande spécialité, mais la recette est traditionnelle, hein, Oui, bien sûr, bien elle sûr, n'est bien pas une sûr. invention de Paul Bocuse, c'est une Oui, oui, tout à invention, fait, disons, qui est beaucoup plus ancienne. Donc, bien sûr. on laisse cuire la viande, et alors, ce qui est, je dirais, l'originalité du bœuf à la ficelle, on peut demander le point de cuisson qu'on veut, bien entendu, mais c'est que la viande, en fait, elle va cuire par diffusion de la chaleur depuis l'extérieur, et on peut demander sa viande saignante, par exemple. Mhm. On peut avoir du bœuf à la ficelle qui soit saignant à cœur, hein. Donc Mhm. ça, c'est une question de temps de cuisson. Celui qui pratique le bœuf à la ficelle dans son établissement
il a toujours les morceaux de viande qui sont taillés avec le même gabarit, la même dimension, la même Oui, taille. oui, Et oui, il oui. sait par expérience, bon, si je laisse mon morceau de viande 10 minutes, j'ai telle cuisson. Si c'est un quart d'heure, c'est telle cuisson, etc. Et vous pouvez Mm. demander la viande, par exemple, saignante. Alors, on vous la sert de la même manière, hein. Assiette creuse, des légumes, des pommes de terre, du bouillon. Et alors, on vous sert avec ça du réfort. Alors, du Oui, réfort, soit, je dirais pur, soit sous forme d'une sauce au réfort, oui, carrément, oui, hein. oui. On peut servir une sauce. Alors, il y a plusieurs manières de faire, hein. Généralement, bon, moi, je l'ai déjà consommé avec une sauce crémée au réfort, en réalité. Oui, elle sera moins Une sauce forte. chaude, Oui, légèrement, je dirais, elle est plutôt fluide, hein, voilà, oui, parfumée au réfort. oui, C'est très, très bon, hein. Un bœuf à oui, la ficelle, c'est génial. oui. Mm. Et c'est une préparation qui est quasiment minute aussi, hein. Donc, Oui, c'est une préparation qui se fait à la commande au dernier moment. En fait, on fait un bouillon dans lequel on met tous les légumes, je dirais, qu'on vient de citer, hein. d'accord. Alors, Là, à ce moment-là, on peut les mettre taillés de manière jolie, de manière agréable, hein. oui, Les carottes tournées, les navets tournés en gousse d'ail. On est dans le bœuf à la ficelle, par exemple, on ne met pas de chou de Bruxelles traditionnellement. oui, 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 Parce que le oui, chou de Bruxelles est plutôt un légume du Nord et qu'on ne va pas retrouver vraiment dans la cuisine française plus oui, oui. méridionale, hein. Alors, Mais on oh, met du blanc de poireau, on met du panais, on met du navet, il n'y a pas de souci. Et là, on peut mettre également les mini-légumes dans ce genre de plat, oui, parce que ça oui, va très très d'accord. bien marcher. Les OK. mini-navets, les mini-carottes, et on peut même Oui. ajouter des légumes qui ne sont pas traditionnels. Rien ne vous empêche de mettre des mini-fenouilles, par exemple, à ce moment-là, Mhm. Ah oui, c'est et de faire vrai. un bœuf à la ficelle avec des mini-fenouilles. Guy, pouvons-nous revenir au dressage du hoche-pot dans l'assiette? Oui. Eh Hein, bien, on met évidemment 4 ou 5 morceaux de viande par personne, selon la taille des assiettes, bien entendu. Assiettes qui doivent être chaudes, hein, parce que comme c'est à la évidemment. fois un plat et un potage et que ça prend un certain temps à être dégusté, il ne faut pas faire refroidir l'ensemble du plat en prenant Oui, une assiette glacée. Donc, on prend des assiettes qui sont déjà bien chaudes au départ. oui. On met la viande. Ensuite, on met un peu de chaque légume, hein. On met 2 ou 3 morceaux, je dirais, de navets, de carottes, deux Mais tronçons de blanc de c'est poireau c'est les légumes qui qu'on servent a pour cuit à la part, qu'on a présentation. cuit à part, qu'on a cuit à Voilà, qu'on part. a cuit à Alors ça, c'est la part. version gastronomique. Si maintenant c'est la version ménagère, on va En, utiliser les légumes qu'on a cuits en même temps. en Voilà, même c'est ce temps que que la je voulais viande, t'entendre et dire. on les a évidemment taillés. À ce moment-là, vous n'allez pas mettre la carotte entière, hein. Vous allez Oui, tailler la carotte en morceaux. Le oui, oui, navet, oui, vous le mettez également, je dirais, non pas en cuisson à part, vous cuisez le navet en même temps que le restant des oui, légumes du pot-au-feu. oui, Les choux de Bruxelles, vous les mettez aussi en cuisson en même temps. Donc à ce moment-là, oui. il n'y a que les pommes de terre que vous allez cuire à part à ce moment-là en version ménagère. Maintenant, la D'accord. version que je vous ai donnée est une version plus gastronomique où vous cuisez les légumes séparément pour avoir une cuisson parfaite de chaque légume et surtout avoir une présentation parfaite de chaque légume. Donc les légumes Oui, sont tournés, ils ne sont pas simplement coupés en morceaux tout à dans fait, une tout version à plus fait. gastronomique. D'accord, d'accord. Dis-moi, Guy, alors, j'imagine qu'en Belgique, vous buvez de la bière avec ce hoche-pot, non? Je dirais que c'est traditionnel de boire de la bière avec le hochepot, surtout que c'est un Oui, plat de cuisine qu'on va plutôt qualifier de cuisine flamande. Si on oui, regarde les origines du hochepot, on qualifie ce plat de flamand, flamand de Belgique, flamand du nord de la France, et commun également dans le Hainaut. Maintenant, dans le Hainaut, qui est une province belge, mais qui s'étendait anciennement sous forme d'un comté sur le nord de la France, hein, il y avait comme capitale deux villes qui étaient, enfin, deux villes se revendiquent le fait d'être capitale, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois Valenciennes et Mons. hmm, Valenciennes qui est dans le nord de la France, Mons qui est l'actuelle capitale du Hainaut encore actuellement donc en Belgique. On a une culture qui est plutôt une culture de la bière, hein. hmm, Traditionnellement, au Moyen Âge, il y avait oui, du vin, hein, il y avait du vin puisque la vigne était commune à cette époque-là parce qu'il y a eu ce qu'on appelle l'optimum médiéval, qui était un temps qui correspond un petit peu au temps qu'on a actuellement, avec peut-être même encore un demi-degré en plus, hein. À l'époque où oui, on cultivait la vigne en Belgique de manière très très commune, oui, les températures étaient plus clémentes, hein. Donc il y mhm, avait du vin, mais on buvait traditionnellement de la bière. mhm, Alors, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme bière avec ça? Moi, je servirais une bière plutôt dans le style bière blonde de luxe, oui, c'est-à-dire non ah, pas de la oui, pils traditionnelle, mais ce oui, qu'on appellerait une pils
de belle envergure. Alors, il y en a plusieurs qui peuvent être utilisés. Éventuellement, une bière ambrée. Par contre, je ne sens pas du tout avec ce genre de plat une bière brune. Pas du tout. Non, Une non, bière mais de quand type même, trappiste brune, je ne la vois pas avec ce plat-là. Je dirais mais quand maximum même, une bière ambrée. oui, mais quand même avec une petite amertume. Ah oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, attention, hein. Oui, absolument. Une Là, vous, bière blonde n'est pas une bière dépourvue d'amertume, hein. absolument. D'accord. C'est une question d'équilibre. Vous Oui. savez, vous trouvez en fait tout et son contraire dans les bières. Vous pouvez très bien avoir des bières blondes qui soient très légères avec peu d'amertume, des bières blondes avec pas mal d'amertume et plus Hmm. corsées en alcool, comme vous trouvez des bières brunes qui ont de l'amertume. On prendre un exemple, hein, la Rodenbach, qui est une bière qui porte le nom d'un écrivain très célèbre en Belgique, qui est Rodenbach. La Rodenbach est une bière brune, mais qui est tellement, enfin, je l'ai déjà goûtée à plusieurs reprises, mais qui est tellement amère que c'est une bière qu'on sert traditionnellement avec de la grenadine. Ah La oui. Rodenbach grenadine est le grand classique de la côte belge, Ah et oui. vous allez avoir du mal à deviner ce que l'on mange en même temps qu'on déguste une Rodenbach grenadine sur les terrasses de la côte belge sous la digue en regardant la mer. Je Des, vous laisse des, des, deviner. du poisson fumé, Ouais, on des brûle, mais c'est pas moules. du poisson fumé. Non, c'est Non, pas du. ce sont des crevettes qu'on décortique. Ah oui, les fameuses Donc des crevettes crevettes. grises. Donc les Ah gens oui. commandent une Rodenbach grenadine, hein, parce il faut de la grenadine pour l'adoucir tellement elle est corsée, tellement elle est amère. Et alors on commande une poignée de crevettes grises non décortiquées et on les Ouais. décortique à table, au café, au restaurant, sous la terrasse comme ça, hein. Les gens enlèvent la tête, la queue, la carapace de la crevette et mangent comme ça une poignée de petites crevettes grises en buvant sa Rodenbach grenadine. C'est vraiment Ah, alors ça, traditionnel, j'adorerais. c'est une Alors, occupation. Alors, je l'ai déjà fait pour mon plaisir, pour voir ce que ça donne, hein. C'est spécial parce que vous avez la Rodenbach grenadine qui est une bière qui a beaucoup de goût, qui est très brune, qui est adoucie par la grenadine. Et puis, vous avez le contraste avec les crevettes qui sont un peu salées, ah oui. qui ont un goût de la mer, évidemment, hein. Ah oui, on C'est pourrait assez faire ça spécial comme. quand Ah, on je peut vais le te voir. faire, bien sûr. Ça, On peut le ça, faire, oui. j'adorerais alors. Le Oui, problème, c'est qu'il faut trouver un café où on peut le faire. En tout cas, à la côte, il d'accord. n'y a aucun problème, hein. Mais Ok, non si mais on on n'y va va pas pas, aller sur la alors côte pour faire ça, hein. il faut le faire chez soi, tout simplement, hein. Il faut acheter des Oui, oui, crevettes oui. grises et Ouais. alors acheter de Rodenbach et un peu de grenadine pour le faire. Bon, Il y a bon, comme ça des ça, c'est plus. paradoxes, hein, dans l'association Oui, bière et produits. Euh, d'accord. il y a du côté de Bruxelles et dans le Pajottenland. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que le Pajottenland. C'est une Mhm. petite région à la fois culturelle et géographique, qui se trouve au sud-ouest de Bruxelles. Alors, elle se trouve uniquement en Flandre, entre les villes de Ninove, de Halle, Anderlecht et Bruxelles. C'est une région très vallonnée, euh, avec des bocages, avec des cultures, avec de la prairie, avec des champs. Et c'est une région qui a été extrêmement populaire dans l'étoile de Pierre Bruegel l'Ancien. Ah Hein, il oui. était originaire, non pas du Pajottenland, mais en tout cas, il s'y rendait régulièrement et toute une série de toiles euh, qu'il a peintes reprennent des paysages du Pajottenland. Et là, quand vous Mhm. allez dans le Pajottenland, c'est le pays de la gueuse. Alors la gueuse, j'ai déjà expliqué ce que c'était. C'est cette bière, je dirais, effervescente, qui est un peu le champagne des bières, hein, qui est réalisée avec ce qu'on appelle du lambic à la base, qui est un mou de bière qui est tranquille. On va laisser le lambic vieillir dans des fûts jusqu'à 18 mois. Et puis on va faire comme pour le champagne, un assemblage entre des lambics de 2 ou 3 années différentes, hein. Mhm. Et puis on Mhm. remet le lambic en bouteille et il resubit, comme le champagne, il resubit une seconde fermentation. Et là, il y aura ce qu'on appelle la prise de mousse, qui va permettre à la bière, qui va s'appeler la gueuse, d'être une bière mousseuse. Sinon, il n'est pas mousseux. Alors, on peut consommer le lambic. Nous irons dans des estaminets boire du lambic éventuellement, qui est la version tranquille de la bière. Et puis, vous pouvez consommer de la gueuse, qui est la version, je dirais, effervescente. Alors, on Ouais. peut, je dirais, euh, modifier cette gueuse. Quand on a de la gueuse, on a une bière qui n'est pas aromatisée, mais on peut faire ce qu'on appelle une crique en mettant 200 grammes de cerise du Nord par litre de mou. Alors, on obtient une bière qui est parfumée à la cerise. On peut le faire avec de la framboise, avec de la pêche, avec du cassis, etc. Eh bien, Mhm. le grand classique des environs de Bruxelles, c'est d'aller dans un estaminet
et de demander une crique, c'est donc une bière parfumée à la cerise, qui selon les brasseries peut être douce ou peut être acide, et de manger avec ça une tartine de fromage blanc avec du sel, du poivre, des jeunes oignons et des radis. Voilà, sur une tranche Mmh. de pain de campagne. Ça, c'est le grand classique des environs de Bruxelles, c'est de prendre une crique, obligatoirement donc à la cerise, avec une tartine de fromage blanc et des radis. Alors, vous imaginez l'association, ce que c'est? C'est Oui, assez, oui, assez spécial, hein? tout Eh à bien, fait pourtant, ça spécial. marche et Ah c'est oui, ça donne. extrêmement prisé et c'est très Je bon comprends. d'ailleurs, hein. Je comprends. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. L'association bière et plat, c'est quelque chose de très original. Alors maintenant, on fait vieillir des lambics dans des fûts qui ont contenu du vin ou de l'alcool. Oui. Hein, c'est aussi Mmh. assez récent. Mmh. Les grandes brasseries qui font de la gueuse plus ou moins traditionnellement achètent des fûts qui ont contenu du vin et on fait vieillir les lambics dans des fûts qui ont contenu du vin et qui ont donc cette imprégnation de goût particulier de vin ou d'alcool et qui donne évidemment des produits à l'arrivée qui sont tout à fait différents de la tradition habituelle. Évidemment. Alors Guy, si tu veux bien, revenons, puisqu'on parle de vin, revenons dans notre Gaule. Ah oui, Et dans la moi, Gaule j'aurais. celtique, si je comprends bien. On quitte la Oui, Gaule belgique pour la Gaule celtique, en fait. oui, oui, ou alors on va descendre plus au sud, vers la vallée du Rhône. Avec ce Hochepot, j'aurais une tendance à privilégier un Beaujolais, un bon Beaujolais. Pourquoi pas un Beaujolais ou éventuellement un coteau du Lyonnais. Alors Oui, n'oublions pas un plat très similaire et qu'on peut consommer dans la région du Charolais ou du Brionnais, c'est le pot-au-feu. Quand on va bien au sûr, marché aux bestiaux, là-bas dans le Brionnais, hein, à Saint-Christophe en Brionnais, on peut consommer absolument. on peut consommer comme ça de la viande avec les légumes à 4 heures du matin, puisque les éleveurs et les C'est ce que. chevilleurs, Tout à hein, je suis fait. déjà allé à ce marché à deux, trois Ah, tu es reprises, allé? donc Ah oui, oui. oui, 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 je connais. Je t'ai déjà dit que je Ma- connaissais quand même pas trop mal la France malgré tout, hein, donc je suis allé au Oui, oui, marché bien de sûr, tu connais très bien Saint-Christophe la déjà à France. 2 ou 3 reprises Oui, voir ce qui oui. s'y passait. Ma, ma sœur y est allée avec. Et j'ai mangé un jour à 7 heures du matin le bouilli, le pot-au-feu, hein. Oui, 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 oui. Ça Alors, m'est arrivé une fois. oui, ma Bon. sœur y est allée et à 3 heures du matin, et ils ont mangé du pot-au-feu. C'était assez rigolo. Ça m'aurait bien plu Et aussi, donc, mais ben bon. voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'on y boit? Ben, on y boit les vins locaux, hein. Donc là, Et oui, on est tout près du Beaujolais, tout à justement. fait, tout On à n'est pas fait. loin du Mâconnais non plus, hein, parce que le Oui. Mâconnais est juste à côté. Alors, on n'y pense pas toujours, mais dans le Mâconnais, il n'y a pas que des vins blancs, hein. Il n'y a pas que du Mâcon blanc, il y a également des Ah vins non, rouges. bien Des vins sûr. rouges un peu plus légers que les Bourgognes, disons, qui sont un peu plus au nord. Et alors, donc le Beaujolais est tout près, le Mâconnais est tout près, et les coteaux du Lyonnais ne sont pas loin non plus. Donc, Bien ce sont sûr, des bien vins sûr. qui vont marcher, des vins rouges plutôt légers, dirons-nous. Ce sont des vins qui vont marcher avec ça. Le vin Oui. blanc ne va pas trop bien aller. Faut être Non. honnête, le vin blanc avec une viande rouge, même si elle est entièrement cuite, elle est bien cuite, ça marche moins bien. Mais un Oui. vin léger. Alors, bon, si on est dans une autre région, on pourrait très bien mettre un Loire, hein, un Loire rouge, ça marche Oui, aussi. aussi, Bon, aussi. personnellement, je préfère des vins rouges un petit peu plus ensoleillés, mais c'est clair que ce sont des vins qui vont aller magnifiquement bien parce qu'il y a toute grande adéquation entre le terroir qui produit par exemple la viande et le terroir qui produit le vin qui est juste à côté. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas cette synergie comme ça entre les produits et Absolument. les vins légers, les vins rouges légers vont très bien fonctionner. Tout à fait. Absolument. Oh, mais quel programme extraordinaire. Ah, il y a moyen de se faire plaisir, hein. Oh là Et là là alors, là. surtout là-dedans, donc j'ai dit on pouvait mettre les mini-légumes, mais n'hésitez pas à mettre des mini-navets, des Oui, mini-choux, hein, éventuellement les couper oui, en deux, des oui, mini-carottes que vous laisserez entières après les avoir bien nettoyées. On trouve même maintenant des mini-poireaux qu'on peut très bien laisser entiers oui, également après oui, les avoir nettoyés consciencieusement. Donc il y a oui, moyen vraiment de se faire plaisir et de faire évoluer le plat. La cuisine, c'est quelque chose qui évolue. Et qui oui, évolue en fonction de quoi? Ben, en fonction de l'endroit où on se trouve, mais également en fonction des produits qu'on a à sa disposition et des modes, hein. Bon, les mini-légumes n'existaient pas anciennement, mais ah maintenant non, ils existent, on peut très bien s'en servir et faire
un hoche-pot avec des mini-légumes, hein, ou un bœuf à la ficelle avec des mini-légumes. Il n'y a pas de problème. Bon, là j'ai faim, là j'ai faim. Ah oui, on commence à avoir faim. Il est 17h17, Tout à mercredi 8 fait. février. Là j'ai faim. Merci infiniment, Guy. À bientôt. Et voilà, chers amis, j'espère que tout ça vous a plu et vous a mis en appétit comme nous. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir, Guy. Au plaisir, Claude. Au revoir. Au plaisir. Au revoir, chers amis. Tout oublier le temps d'une chanson, tout oublier ce qui ne tourne pas rond, tout oublier le temps d'une chanson, tout oublier ce qui ne tourne pas rond, l'effet de serre qui t'enserre, l'effet de guerre, trou d'ozone et la zone de pauvre monde, les supporters, les mégères, mais que faire? Tout oublier le temps d'une chanson, tout oublier ce qui ne tourne pas rond, tout oublier le temps d'une chanson, tout oublier ce qui ne tourne pas rond, les maléfices et les vices nucléaires, les éricats, le prestige de la mer, tous ces oiseaux qui se figent, mais que faire? Tout oublier le temps d'une chanson, tout oublier ce qui ne tourne pas rond, tout oublier le temps d'une chanson, tout oublier ce qui ne tourne pas rond. Tout oublier le temps d'une chanson, tout oublier ce qui ne tourne pas rond, tout oublier le temps d'une chanson, tout oublier ce qui ne tourne pas rond, les gens marient sans merci,